pendant une année entière, en secret, j'ai aidé financièrement le vieux chauffeur de mon mari, que ce dernier avait licencié sans un sou. Aujourd'hui, il m'a intercepté près du magasin et a chuchoté, « Demain, ne monte pas dans la voiture avec ton mari. Prends le TER. C'est une question de vie ou de mort. Tu comprendras tout quand tu verras qui sera dans ce train. » Et c'est ainsi que je suis entré dans le train. Bonjour à tous. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un « j'aime ». Profitez de l'histoire. Mais avant que ce murmure ne bouleverse sa vie, c'était un mardi ordinaire, une journée grise, avec une odeur de poussière et de levure. Manon se tenait debout près de la caisse de la boulangerie, rangeant machinalement une pile de boîtes à pâtisserie. Elle avait 38 ans, mais dans le reflet de la vitrine, sous la lumière du crépuscule, elle voyait une femme beaucoup plus âgée. Ses épaules, habituées à porter de lourdes caisses de farine et de marchandises, étaient légèrement voûtées, et des ombres qu'aucune crème ne parvenait à effacer s'étaient installées au coin de ses yeux. « Ma petite Manon, encaisse-moi aussi cette brioche », racla la voix d'une cliente habituelle, une dame âgée vêtue d'un manteau beige. « Mais vérifie qu'elle soit bien dorée, que la dernière fois. »« Bien sûr, Madame Marie. » La voix de Manon était douce, d'un calme habituel et rassurant. Elle emballa la brioche, ses doigts effleurant la croûte dorée. C'étaient les doigts d'une travailleuse, aux ongles courts et à la peau sèche, les mains d'une femme qui ne craint pas le labeur, mais qui a parfois honte de les poser sur la table lorsqu'elle est invitée. Elle souriait à la cliente, mais ses pensées étaient très loin. Aujourd'hui, c'était le 18, le jour où elle commettait son petit crime secret contre le budget familial. Lorsque la boulangerie ferma et que le lourd rideau métallique tomba avec fracas, séparant le monde lumineux des vitrines de la rue sombre, Manon ne rentra pas directement chez elle. Elle ajusta son manteau, qui n'était pas neuf, acheté il y a 3 ans pendant les soldes, mais encore de bonne qualité, de couleur grise, et tourna vers le parc. Dans sa poche, à l'intérieur d'un vieux porte-monnaie en cuir, elle gardait une enveloppe blanche. Elle ne contenait pas grand-chose, seulement 100 €. Pour certains, c'était un dîner au restaurant. Pour Manon, c'était des bottes d'hiver neuves qu'elle ne s'était pas achetées cette saison-là, mais pour la personne qui l'attendait sur un banc, c'était la vie. Jean, l'ancien chauffeur de son mari, l'homme qui avait conduit pour Stéphane pendant 5 ans, était assis, voûté sous un vieux platane. Un jour, Stéphane était rentré furieux, avait jeté les clés sur la petite table de l'entrée et avait dit « J'ai viré le vieux. Il est devenu peu fiable, oublieux, et en plus la voiture empestait le tabac. » Manon savait que Jean ne fumait plus depuis 10 ans et savait aussi que le manque de fiabilité de Jean consistait uniquement en ce qu'il en avait trop vu et avait gardé un silence trop honnête. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas discuté avec son mari. Elle le faisait rarement. Elle avait simplement commencé à mettre un peu d'argent de côté. Sur les primes, les petits boulots supplémentaires, en économisant sur ses déjeuners. Jean l'appelait-elle à voix basse. Le vieil homme sursauta et leva la tête. Sous la lumière du lampadaire, son visage semblait fait de papier translucide. Jean tenta de se lever en s'appuyant sur sa canne, mais elle l'arrêta d'un geste. « Pourquoi êtes-vous venu ? Il fait froid. » « Tenez, » lui dit-elle rapidement en regardant autour d'elle, et elle glissa l'enveloppe dans sa main. La main du vieil homme était glacée et tremblait. « Achetez-vous ce médicament pour le cœur dont vous m'avez parlé et des fruits. N'oubliez pas les fruits. »« Manon, ma fille, ce n'est pas nécessaire. Si Stéphane la prend, il me tuera, » chuchota-t-il, mais ses doigts serraient l'enveloppe avec force. Les yeux du vieil homme s'humidifièrent. « Tu es une sainte. Il ne te mérite pas. »« Ah, il ne te mérite pas. Mais qu'est-ce que vous dites ?» Manon s'écarta, gênée, sentant le rouge lui monter aux joues. La gratitude la mettait mal à l'aise. Elle ne se considérait pas comme une sainte. Elle se souvenait simplement comment Jean l'avait récupérée à l'hôpital à la naissance de sa fille, alors que Stéphane était trop occupé par une réunion. Comment il avait bercé le landau de Chloé pendant que Manon courait à la pharmacie. « Rentrez chez vous, Jean, et prenez soin de vous. » Elle lui donna une petite tape sur l'épaule et s'éloigna rapidement en direction de chez elle. À la maison, il faisait chaud, mais l'atmosphère était lourde. Dans la cuisine, la télévision était allumée. Stéphane était assis à table, absorbé par son téléphone. Devant lui, il y avait une assiette avec le dîner froid qu'il n'avait même pas touché. Stéphane était un homme séduisant. Même maintenant,
à 41 ans, avec un début de ventre et les cheveux qui se clairsemaient, il conservait cet air soigné de fonctionnaire moyen qui avait autrefois conquis Manon. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui était différent. Il sursauta lorsque la porte d'entrée claqua et retourna rapidement le téléphone, écran vers le bas. « Tu es rentré ?» demanda-t-il sans la regarder. « Le dîner est délicieux, merci. C'est juste que je n'ai pas faim. » Manon retira son manteau, sentant la fatigue habituelle dans ses jambes. « Tu es un peu pâle, Stéphane. Il s'est passé quelque chose au travail ? » « Non, » répondit-il avec trop de brusquerie. Puis il se reprit et força un sourire. Le sourire sortit de travers. Un peu coupable. « Non, tout va bien. Je suis juste fatigué. » Dis, Manon, demain je dois aller à Giverny. Il y a un séminaire obligatoire sur le développement régional. Giverny était une petite ville à environ 40 km. Stéphane voyageait souvent pour le travail, mais d'habitude il s'en plaignait. Aujourd'hui, cependant, il semblait nerveux. D'accord. Manon alluma la bouilloire. Tu veux que je repasse une chemise ? Je le ferai. Il se leva d'un bond. Juste à ce moment, le téléphone vibra silencieusement sur la table. Il l'attrapa comme s'il s'agissait d'une grenade. Je la repasserai moi-même. Et tu sais quoi, demain je t'emmène au travail. Je dois partir tôt de toute façon. Manon se figea, la tasse à la main. Cela faisait au moins 2 ans que Stéphane ne l'avait pas emmené au travail, prétextant que ce n'était pas sur son chemin et qu'il y avait des embouteillages. « Tu veux m'emmener » redemanda TL. « Ben oui, qu'est-ce qu'il y a de mal ? Nous sommes une famille, non ?» Il s'approcha et lui donna un baiser maladroit sur la joue. Ses lèvres étaient sèches et sa chemise sentait un parfum de femme pénétrant et étranger. Quelqu'un avait sûrement fumé à côté de lui au bureau, non ? Manon chassa cette pensée. Elle était habituée à faire confiance. La confiance était le ciment sur lequel reposait son mariage, même si la passion s'était éteinte depuis longtemps. « Merci, dit-elle doucement. Ce serait super. J'ai très mal aux jambes. » Le soir, quand Stéphane alla à la salle de bain en emportant son téléphone, Manon réalisa qu'elle avait oublié d'acheter du lait pour Chloé. Sa fille, une jeune fille brillante, était dans sa chambre en train d'étudier pour ses examens et Manon ne voulut pas la déranger. Elle mit son manteau sur sa robe de chambre et sortit en courant vers la petite épicerie ouverte 24h24 près de la maison. La rue l'accueillit avec un vent humide. Le lampadaire au-dessus du portail clignotait, projetant des ombres tremblantes sur l'asphalte. Manon acheta une brique de lait, une baguette et sortait déjà sur le perron quand une silhouette se détacha de l'obscurité au coin de l'immeuble. Elle étouffa un cri, serrant le paquet contre sa poitrine. C'était Jean, mais son aspect était différent de celui d'il y a 1 heure dans le parc. Son visage était cendré. Ses lèvres tremblaient, non pas de froid, mais de peur. Il respirait difficilement, comme s'il avait couru tout le chemin. « Jean, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il s'approcha d'elle et l'agrippa par la manche de son manteau. Sa prise était ferme, désespérée. « Manon, écoute-moi » chuchota-t-il en regardant de travers les fenêtres de son appartement, où la lumière était allumée. « Demain, ne monte pas dans sa voiture, tu m'entends ? Ne monte pas. » « Quoi ? Pourquoi ? » Manon recula, effrayée. « Si c'est lui qui me l'a proposé. Il te l'a proposé pour te contrôler, pour savoir exactement où tu es. » Jean déglutit. Sa pomme d'Adam bougea convulsivement. « N'ose pas aller avec lui. Demain matin à 7h15, il y a un TER qui part vers Giverny, celui que prennent les gens ordinaires. Pourquoi je voudrais aller à Giverny ? Je dois aller travailler. Au diable le travail ! La voix du vieil homme se brisa en un croassement. C'est une question de vie ou de mort, Manon. De cette vie que tu crois, pauvre innocente, être la tienne. Manon resta glacée. Le froid s'insinua sous son manteau, lui serrant le cœur. Elle n'avait jamais vu le doux et calme Jean dans cet état. Dans ses yeux clapotait la terreur. « Prends ce train » répéta-t-il en lâchant sa manche et en reculant vers les ombres. « Assieds-toi simplement et regarde. Tu comprendras tout quand tu verras qui sera dans ce train. » Il s'évanouit dans l'obscurité aussi vite qu'il était apparu, laissant Manon seule sous le lampadaire clignotant.
Dans ses mains, elle avait la brique de lait et dans sa tête, un vide sonore et effrayant. Là-haut, à sa fenêtre, la silhouette de Stéphane se dessina. Il appelait quelqu'un à nouveau. Manon regarda la fenêtre, puis la rue vide où le vieil homme avait disparu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit la terre familière, ferme et sûre, commencer à s'effriter sous ses pieds. Le matin, Manon mentit. Ce fut le premier mensonge en 20 ans de mariage et il sortit avec une facilité inattendue, comme si sa langue trouvait les mots toute seule. Chloé ne se sent pas bien. Elle a un terrible mal de ventre. Je vais rester à la maison pour l'instant. J'appellerai le médecin et j'irai par mes propres moyens plus tard. Stéphane, qui était déjà dans l'entrée avec les clés à la main, ne regarda même pas vers la chambre de sa fille. Il hocha simplement la tête, lança un baiser en l'air près de l'oreille de Manon et sortit par la porte en marmonnant quelque chose sur son retard. Manon attendit que le bruit du moteur s'éteigne et ce n'est qu'alors qu'elle mit son manteau. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne réussit pas à mettre son bras dans la manche du premier coup. La gare l'accueillit avec une odeur de gaz d'échappement et de croissants chauds. Le TER pour Giverny, une vieille rame, était déjà à quai. Manon entra en essayant de ne pas lever les yeux et s'assit sur le dernier siège près de la fenêtre. Elle avait l'impression que tout le monde savait pourquoi elle était là, comme si elle avait écrit sur le front « Épouse qui espionne son mari ». L'intérieur était à moitié vide, quelques retraités avec des paniers vides, un étudiant avec des écouteurs et une femme avec une petite fille d'environ 7 ans assise 2 rangées plus loin. Le train se mit en marche, se balançant lourdement sur les rails. Manon regardait par la fenêtre les barres d'immeubles grises qui défilaient rapidement, mais elle ne les voyait pas. Dans sa tête résonnaient les paroles de Jean. « Vas-y, regarde. » La petite fille devant commença à s'agiter, se mit à genoux sur le siège et regarda en arrière, directement vers Manon. Manon se figea. Son cœur fit un bond, puis un autre, et commença à battre dans sa gorge, rendant sa respiration difficile. La petite fille avait les yeux de Stéphane. La même forme, le même coin extérieur légèrement tombant qui donnait au regard une tristesse éternelle et touchante, et un menton avec une fossette minuscule que Manon avait embrassé tant de fois chez son mari. La petite la regardait avec une curiosité enfantine, enroulant une mèche de cheveux blonds autour de son doigt, exactement comme le faisait Stéphane quand il était nerveux ou pensif. Mais ce ne fut pas le visage qui captiva le regard de Manon. Au cou de l'enfant, sur son anorak rose, pendait un médaillon en argent ancien en forme de coquillage ovale. Manon se souvenait de ce médaillon. Elle l'avait trouvé dans la poche de la veste de Stéphane il y a 6 mois. « C'est un cadeau pour l'anniversaire de maman », avait-il dit alors, rangeant rapidement le bijou. « Je l'ai emmené à réparer. Le fermoir était cassé. Et puis ils l'ont perdu à l'atelier. Tu peux le croire? J'ai fait un scandale. Mais à quoi bon? » Manon l'avait consolé alors, lui disant que c'était l'intention qui comptait. Maintenant, ce médaillon perdu brillait au cou d'une petite fille inconnue avec les yeux de son mari. Manon s'agrippa à la barre du siège de devant avec tant de force que ses jointures devinrent blanches. L'air dans le train devint insupportablement rare. Elle voulait crier, arrêter le train, sortir en courant, mais elle resta assise, paralysée par l'horreur de la reconnaissance. « Zoé, assieds-toi correctement », la reprit la femme qui était à ses côtés. Jeune, belle, avec une coiffure élaborée. Léa. Le nom surgit dans sa mémoire tout seul. De nulle part. Elle ne connaissait pas son nom, mais pour une raison quelconque, il collait à cette femme bien entretenue avec un manteau à la mode. Le TER entra en gare de Giverny. La femme et la fillette se levèrent et se dirigèrent vers la sortie. Manon, comme dans un rêve, se leva derrière elle. Elle sentait ses jambes en coton, étrangères. Elles descendirent et marchèrent vers une zone pavillonnaire. Manon se maintint à distance, se cachant derrière les rares passants et les lampadaires. Elle se sentait comme une voleuse, une délinquante qui guettait le bonheur d'autrui, mais il n'y avait rien à voler. Son propre bonheur se transformait en poussière à chaque pas. La femme et la fillette tournèrent dans une ruelle où se trouvaient de coquettes maisons de campagne. Près de l'une d'elles, avec une clôture verte et un jardinet soigné, était déjà garée une voiture familiale. La berline argentée de Stéphane. Manon s'arrêta au coin de la maison voisine, pressant son dos contre le mur de briques froid. Elle se pencha juste assez pour voir l'entrée. Le portail s'ouvrit. Stéphane sortit sur le perron. Il portait un pull d'intérieur,
le même avec les rennes que Manon lui avait offert à Noël dernier et que lui, selon ses dires, avait oublié dans une armoire au travail. Dans ses mains, il tenait une grande tasse de thé fumant. « Papa, papa est arrivé !» cria la petite fille en jetant son sac à dos par terre et en courant vers lui. Stéphane posa la tasse sur la rambarde, ouvrit les bras et attrapa l'enfant. Il la souleva en l'air, la fit tourner en riant. Ce rire, Manon ne l'avait plus entendu ainsi depuis des années. Sincère, sonore, jeune. « Ma princesse, comment s'est passé le voyage ?» Il embrassa la fillette sur le sommet du crâne, puis la reposa et s'approcha de la femme. Il l'enlaça par la taille avec un geste possessif et familier. La femme lui dit quelque chose en souriant et arrangea le col de son pull. Stéphane se pencha et l'embrassa. Pas sur la joue, comme il avait embrassé Manon le matin. Sur les lèvres. Longuement et tendrement. Manon glissa le long du mur. Ses jambes refusèrent de la soutenir. Elle s'assit directement sur le bitume sale et humide, sans se soucier de son manteau. Ce n'était pas une aventure ni une relation occasionnelle lors d'un voyage d'affaires. C'était une vie, une autre vie, une vie réelle et pleine où Stéphane était heureux et se sentait à l'aise. Une vie où il était le papa d'une petite fille avec ses yeux. Une vie où il n'y avait pas de place pour Manon, et à juger par l'âge de l'enfant, il n'y en avait plus depuis environ 7 ans. Quelque chose se brisa dans sa poitrine, comme si une corde tendue qu'il avait soutenue toutes ces années avait rompu. Manon se couvrit la bouche de la main pour ne pas sangloter à haute voix. Ses épaules étaient secouées par des pleurs silencieux. Les larmes coulaient sur ses joues, chaudes, salées, faisant couler le rimel, tombant sur le col gris de son manteau. Elle était assise par terre, une petite femme écrasée, regardant à travers un voile de larmes la scène idyllique derrière la clôture verte. Elle se souvint comment elle avait économisé sur la viande pour acheter à Stéphane de bonnes chaussures, comment elle avait raccommodé ses chaussettes, comment elle avait cru chaque mot sur les réunions et les voyages d'affaires. Quelle idiote elle avait été, quelle aveugle, quelle pathétique. Stéphane ramassa le sac à dos de la fillette, de l'autre main il enlaça sa femme et tous les trois entrèrent dans la maison. La porte se referma, séparant Manon de leur chaleur. Elle resta seule dans une ville étrangère, sur le bitume sale, avec un trou dans la poitrine de la taille de cette maison. Elle essaya de respirer, mais l'air se coinçait dans sa gorge comme un nœud épineux. Elle se recroquevilla en serrant ses genoux et en enfouissant son visage dans la laine humide de son manteau. Enfin, elle s'autorisa à pleurer à voix haute, doucement, gémissant comme un chien battu qu'on a jeté dans le froid. Manon ne se releva pas du sol immédiatement. D'abord, elle s'appuya sur la paume de sa main sur la brique rugueuse. Puis, lentement, comme une vieille femme, elle redressa son dos. Elle avait les genoux mouillés et sales. Mais cela lui était égal. Elle secoua son manteau d'un mouvement mécanique et insignifiant et s'éloigna de la maison à la clôture verte. Le chemin du retour fut comme dans un brouillard. Elle ne se souvenait pas comment elle était montée dans le TER, comment elle était arrivée dans sa ville, comment elle avait ouvert la porte de son appartement. Elle s'assit simplement dans la cuisine en regardant la bouilloire froide et attendit. Stéphane rentra 3 heures plus tard. Il entra en sifflotant. Il posa les clés sur la petite table, le même son qui avait toujours signifié son retour à la maison. « Manon, je suis rentré !» cria-t-il depuis l'entrée. « Imagine-toi, le séminaire a fini plus tôt. J'ai acheté un gâteau. » Il s'interrompit en entrant dans la cuisine. Manon était assise à table, immobile. Elle ne tourna même pas la tête. Son manteau était toujours en boule sur une chaise proche, avec des taches de saleté sur l'ourlet. « Manon, qu'est-ce qui t'arrive ?» Une note d'inquiétude se glissa dans sa voix. « Il est arrivé quelque chose à Chloé ?» Manon leva lentement les yeux vers lui. Il n'y avait pas de larmes en eux, seulement une fatigue infinie et plombée. « Je l'ai vue, Stéphane. Elle est la petite. Zoé. » Le silence qui s'abattit sur la cuisine était dense, vibrant. Stéphane pâlit instantanément. La boîte du gâteau lui glissa des mains et tomba au sol avec un bruit sourd, mais il ne broncha même pas. « Tu as été à Giverny » chuchota Théil. « Elle a tes yeux » dit Manon d'une voix uniforme et sans vie. « Et ton médaillon, celui que tu avais perdu ?» Stéphane s'effondra sur la chaise en face. Toute son assurance, tout le lustre du fonctionnaire à succès s'évanouirent comme une coquille vide. Il se couvrit le visage avec les mains. « Manon,
pardonne-moi. Je ne voulais pas. Je ne savais pas comment te le dire. Il commença à pleurer. Pas comme un homme pleure de chagrin, mais d'une façon pitoyable, en reniflant, étalant les larmes sur son visage. C'était un accident, vraiment, il y a 7 ans. Je ne voulais faire de mal à personne. Je t'aime, Manon. Mais je ne pouvais pas les abandonner. Zoé n'est qu'une enfant. Manon le regardait et ne ressentait rien. Ni pitié, ni colère, seulement de la répulsion. Elle regardait cet homme avec qui elle avait partagé son lit, sa table et sa vie, et elle voyait un lâche. « Tu ne voulais faire de mal à personne » demanda-t-elle à voix basse. « Tu m'as menti pendant 7 ans, chaque jour, chaque minute. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit. Le son fut autoritaire, sûr. Monique, la mère de Stéphane, entra dans le vestibule. Elle avait toujours eu ses propres clés et entrait sans frapper. « Qu'est-ce qui se passe ici » Sa voix coupa l'air comme un couteau. Elle parcourut du regard son fils en pleurs, le gâteau écrasé au sol et Manon immobile. « Stéphane, arrête de pleurnicher. Lève-toi. » Stéphane renifla, mais se redressa docilement en s'essuyant le visage avec sa manche. Monique retira lentement ses gants, les posa avec soin sur la table et se tourna vers sa belle-fille. Dans son regard, il n'y avait pas une once de compassion, seulement un calcul froid. « Alors, tu as fini par la prendre » prononça-t-elle calmement, comme si elle parlait d'une tasse cassée. Eh bien, il était temps. C'était stupide de le cacher éternellement. Vous le saviez ? Manon ne posait pas la question. Elle affirmait. Bien sûr que je le savais, souffla Monique. Qui crois-tu qui a aidé Stéphane à acheter cette maison ? Avec son salaire ? Ne me fais pas rire. Elle s'approcha de la table, écarta une chaise et s'assit, redressant le dos majestueusement. Écoute-moi, Manon. Tu es une bonne maîtresse de maison, une épouse fidèle, mais tu n'as pas pu donner à mon fils le plus important, un héritier. Manon sentit le sang quitter son visage. Nous avons une fille, Chloé. Une fille, c'est merveilleux, répliqua Monique avec un geste dédaigneux. Mais un homme a besoin d'un fils, un continuateur de son nom. Après Chloé, tu n'as pas pu en avoir d'autre. Et Léa. Léa est jeune, en bonne santé. Elle lui a déjà donné une fille et elle lui en donnera d'autres, peut-être un garçon. Vous. C'est vous qui la lui avez présentée. Manon ne pouvait en croire ses oreilles. J'ai aidé mon fils à obtenir ce dont il avait besoin, coupa sèchement la belle-mère. Et si tu étais plus sage, tu l'aurais compris toi-même. Tu voyais comme il souffrait, comme il voulait plus d'enfants, mais tu te taisais. Tu t'es enfermé dans ton travail, dans ton potager, tu as cessé d'être son épouse, Manon. Tu es devenue une colocataire pratique. Les mots de Monique frappèrent là où ça faisait le plus mal. Manon se souvint des nuits où Stéphane essayait de parler d'un deuxième enfant et où elle, épuisée après son service, l'expédiait. Il n'y a pas d'argent, Stéphane. Comment allons-nous nous débrouiller ? Nous arrivons à peine à élever Chloé. Elle se souvint comment elle avait cessé de se maquiller pour lui, comment elle avait cessé de lui demander de quoi il rêvait. Elle pensait qu'elle protégeait la famille, économisant ses forces et l'argent, mais il s'avérait qu'elle avait elle-même ouvert la porte à une autre. Je ne justifie pas Stéphane, continua Monique en voyant sa belle-fille s'effondrer. Mais tu n'es pas une sainte non plus. Maintenant, passons à l'essentiel, vous ne pouvez pas divorcer. Stéphane a une carrière. Des élections en vue. Un scandale ne l'arrange pas. Et toi non plus. Où irais-tu ? Dans une colocation avec ton salaire de vendeuse en boulangerie ? Manon garda le silence. Tout restera comme c'est, décréta Monique. Stéphane vivra ici et ira voir Léa, disons, les week-ends. Tu maintiendras les apparences, ton statut de femme mariée, l'appartement. Chloé finira ses études tranquillement, tout le monde est content. Et si je ne suis pas d'accord ? La voix de Manon trembla. Et qui va te demander ton avis ? Sourit Monique. Toute la ville sait qui est Stéphane Garcia. Et toi, qui es-tu ? Pense à ta fille. Veux-tu qu'on la montre du doigt ? La fille de celle qui a été abandonnée pour une plus jeune. Dans l'après-midi, Manon appela Sandrine, son amie de toujours.
Elle avait besoin d'entendre au moins une voix de soutien. Juste une. Quelle horreur. Ma pauvre Sandrine. Stéphane a une autre famille. À Giverny. Il y eut une pause sur la ligne, trop longue. Tu le savais? Demanda Manon, sentant le froid lui serrer le cœur à nouveau. Manon, enfin. Des rumeurs couraient. La voix de Sandrine semblait coupable, mais distante. C'est une petite ville. Quelqu'un a vu sa voiture là-bas, mais j'ai pensé. Pourquoi avais-tu besoin de le savoir? Tu étais heureuse? Apparemment heureuse? Répéta Manon. Enfin, tu vivais tranquille, Manon. Ne prends pas de décision précipitée. Les hommes sont tous comme ça, mais il subvient à tes besoins, il ne te bat pas. Monique a raison, probablement. Où vas-tu aller toute seule maintenant? Manon raccrocha. Le téléphone lui parut aussi lourd qu'une brique. Elle sortit sur le balcon. La ville nocturne clignotait de ses lumières. Quelque part dans l'obscurité dormaient des gens qui savaient tout. Les vendeuses des magasins voisins, les collègues de Stéphane, même ses amis, tous la regardaient et voyaient une idiote qui ne se rendait compte de rien. Tu es devenue une colocataire pratique. Les mots de sa belle-mère brûlaient comme un fer rouge. Manon regarda ses mains qui serraient la rambarde du balcon. Oui, elle était coupable. Coupable de s'être permis d'être pratique, d'avoir fermé les yeux sur sa froideur, ses absences, l'argent qui disparaissait. Elle craignait les conflits, craignait de perdre ce monde fragile, et par sa propre peur, elle l'avait détruit. Mais maintenant, il n'y avait plus de peur, il n'y avait que vide et clarté. Elle retourna dans la chambre. Stéphane dormait sur le canapé du salon, couvert d'une couverture. Même endormi, il semblait pathétique avec ses jambes repliées. Manon alla dans la chambre, ouvrit l'armoire et sortit un vieux sac de voyage. Elle ne savait pas où elle irait. Elle ne savait pas de quoi elle vivrait. Mais elle savait une chose avec certitude, elle ne serait plus pratique et ne vivrait pas dans un mensonge pour le statut et la tranquillité de Monique. Elle commença à mettre ses affaires lentement et soigneusement. T-shirt, sous-vêtements, un vieux jean. Chaque vêtement qui entrait dans le sac était comme une brique dans les fondations d'une vie nouvelle, inconnue et effrayante. Le matin, elle ne préparerait pas le petit déjeuner. Le matin, elle ferait le premier pas. Mais le matin, Manon ne partit pas. Le sac de voyage resta dans un coin de la chambre, un reproche à son indécision. Chloé se réveilla avec de la fièvre, pâle et toussant, et l'instinct maternel l'emporta sur l'orgueil. Manon resta, prépara du bouillon, lui donna des médicaments, et chaque fois qu'elle passait par le salon où était assis un Stéphane abattu, elle sentait tout son intérieur se contracter en un nœud glacé. À midi, son téléphone vibra avec un message. Numéro inconnu, parc, même banc, dans 1 heure. C'est important. Manon savait qui c'était. Elle sortit de la maison en disant à sa fille qu'elle allait à la pharmacie. Ses pieds la portèrent d'eux-mêmes vers le platane familier. J'en l'attendais déjà. Cette fois, il ne se cachait pas dans l'ombre, mais était assis, droit, les mains sur le pommeau de sa canne. À côté de lui, sur le banc, il y avait un vieux carnet usé à la couverture en simili-cuir, de ceux qu'on donnait aux chauffeurs dans l'entreprise de transport il y a 20 ans. Jean. Manon s'approcha et s'assit à côté de lui sans le regarder. Elle avait honte. Honte parce qu'il l'avait prévenue et qu'elle ne l'avait pas cru. Honte parce qu'il avait été témoin de son déshonneur. « Tu l'as vu » demanda-t-il d'une voix grave. « Je l'ai vu. » Bien. Le vieil homme hocha la tête comme s'il scellait un document. « Alors, maintenant tu es prête à écouter. » Il lui tendit le carnet. « Qu'est-ce que c'est » ? Ma conscience, Manon. Manon ouvrit la première page. L'écriture de Jean était grande, anguleuse, avec un trait fort. Date, heure, kilométrage. Adresse, 12 mars, Giverny, rue Claude Monet, 14. Attendre 3 heures. Magasin de jouets 45 €. 5 avril. Banque du Nord. Retrait d'espèces. Giverny, rue Claude Monet, 14, livraison de colis. 20 mai. Clinique pédiatrique santé. Giverny. Paiement consultation. Les pages craquaient sous ses doigts comme des feuilles sèches.
Année après année. 5 ans de notes scrupuleuses. Je ne le conduisais pas seulement en promenade, Manon, commença Jean en regardant droit devant. Je voyais tout. J'étais son alibi.